Jeudi 27 juillet, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, 2 ans d'inéligibilité, 10 000 € d'amende pour Félix Izmin. Le maire de Bellefontaine est reconnu coupable de détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt. Il échappe tout de même aux 2 années de prison réclamées par le parquet. Toujours pas de campeurs à la Pointe-Marin depuis l'arrêté municipal de mars. La société Airstream a dû cesser toute activité. Mais la mairie n'a pas encore entamé les travaux du nouveau site annoncé. Devant le manque de vacanciers, les commerçants s'impatientent. À Haïti, des familles entières chassées du seuil de l'ambassade des États-Unis. Elles y étaient installées pour fuir la violence des gangs dans les quartiers. Hier, les policiers les ont fait évacuer à coups de gaz lacrymogène. Et puis pour finir, nous irons au musée Paul Gauguin au Carbet. Pendant ses vacances, il propose des ateliers numériques pour enfants. Exemple ce matin avec la découverte des outils qui servent à fabriquer des dessins animés. Félix Izmin échappe donc à la case prison. Aujourd'hui, le maire de Bellefontaine a finalement été condamné à 2 ans d'inéligibilité, 10 000 € d'amende. Il a été reconnu coupable de détournement de fonds publics, destruction de preuves, prise illégale d'intérêt. Il devrait perdre tous ses mandats. Le reportage de Cécile Mar et Patrick Jean-Guiteau. Condamné, mais pas abattu. Le maire de Bellefontaine et conseiller exécutif Félix Izmin a pourtant ce soir perdu tous ses mandats. Il a été condamné à 2 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt. Mais le mois dernier, c'était une peine de prison qui était requise par le procureur. Je m'étais posé la question honnêtement, madame, est-ce que je n'étais pas un grand dealer de drogue, de cocaïne, pour avoir entendu tout ce que j'ai entendu par le procureur. La juridiction est venue nous dire que M. Izmin n'est pas quelqu'un de malhonnête. Si on considérait que c'était le maire malhonnête qu'on a tenté de nous présenter, je puis vous assurer que la décision a été bien plus lourde. Il y avait une liste d'environ 20 dossiers que j'aurais commis tous les faits du monde. Et voilà qu'aujourd'hui, je sors grandi, je n'ai rien commis du tout. Une interprétation audacieuse, car sur les 3 faits qui lui étaient reprochés, le maire de Bellefontaine est bien reconnu coupable de 2. Avoir acheté une voiture de fonction sans délibération et avoir subventionné 2 associations qui l'ont aidé, lui et son parti politique, le PPM. Mais pour l'accusation d'avoir favorisé la station essence de son fils, il est relaxé, donc innocent. Une décision générale qui satisfait aussi l'avocat de Servius Charles Donatien, l'opposant politique qui avait déclenché la procédure. Ça fait près de 20 ans, voire plus, que M. Izmin en fait, a les mêmes pratiques et fait perdurer dans cette ville-là une situation de non-droit dans laquelle il s'approprie les finances de la ville, il s'achète des véhicules personnels très onéreux. Et donc là, l'important, c'est de marquer un coup d'arrêt à ça. Et donc, je pense que pour la ville de Bellefontaine, c'est une avancée. Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande de partie civile de Servius Charles Donatien. C'est donc devant les urnes que les 2 hommes s'affronteront à nouveau. En 2026, Félix Izmin pourra se présenter. Autre affaire, celle de la société Airstream. Depuis la mi-mars, un arrêté municipal ordonne la fermeture du camping de la Pointe-Marin. Le maire avait annoncé vouloir mettre en place des installations plus adaptées aux besoins de la population, mais le chantier n'a toujours pas démarré. Résultat, les vacanciers manquent à l'appel, surtout en cette période, et les commerçants déplorent un manque à gagner. Franck-Edmond Mariette et Eddie Belrose. Pas de problème. À pareille époque, le camping de Sainte-Anne connaissait une certaine effervescence. Mais aujourd'hui, l'unique village de Martinique, réservé aux campeurs, offrant aux familles un espace sécurisé, un plan d'eau agréable, est fermé. Une décision justifiée par le maire de la commune. Nous avons pris un arrêté en date du 1er avril 2023 parce que vous savez, nous avons énormément de travaux à réaliser sur Sainte-Anne. Le problème qui se pose, c'est que compte tenu des travaux, parce que dans le cadre de l'EAT, études d'aménagement touristique, etc., vous savez où plusieurs acteurs interviennent, la CTM, le FEDER, la ville de Sainte-Anne, etc., nous avons un projet conséquent. Depuis des lustres, plusieurs générations de campeurs se sont succédées à la Pointe du Marin. Certains en gardent des souvenirs inoubliables. Cette initiative de fermeture ne laisse surtout pas indifférent. Je suis vraiment très triste parce que c'est un lieu, c'est une tragédie parce que c'est un lieu où franchement on s'est retrouvés adolescents et on a fait des rencontres exceptionnelles. C'était une tranche de vie.
Ben, c'est dommage que ça soit fermé parce que les gens ont tendance à faire du camping sauvage, alors que là, c'est un site qui est bien, il y a des toilettes, il y a la lumière. J'ai eu l'occasion de venir avec ma famille plusieurs fois. C'est quand même dommage. Moi, je trouve ça aberrant, surtout en période de vacances. S'il y a des travaux à faire, ils auraient dû le faire durant les 10 mois qui précédaient les vacances, quoi. Je trouve que le maire a pris une décision, il faut l'améliorer un peu, c'est parce que comme il y avait un peu de machines qui n'allaient pas tellement bien, alors je dis M. Gémy a pris sa responsabilité. Un manque à gagner certes pour les commerçants de la place, mais ce nouveau projet de plus de 4 millions d'euros qui consiste à un réaménagement complet de l'espace comportant près de 20 bungalows, des carbets et un centre nautique semble séduire. C'est une fermeture qui, certes, impacte sur notre clientèle, mais qui est nécessaire. C'est une transition qu'il faut faire afin qu'il y ait une meilleure infrastructure et que les gens puissent revenir et remplir notre restaurant de nouveau. Selon le maire, la fin des travaux était prévue au 31 décembre 2023. Mais le bras de fer judiciaire engagé avec ce locataire, la société Airstream Paradise, semble retarder le début du chantier. Malheureusement, nous avons une entrave qui est l'entrave d'une société qui partage ce camping. D'accord ? Cette même société, nous avons une décision de justice en date du 16 juin 2023 qui précise que ces personnes doivent être expulsées. Or, ces personnes font de la rétention, font de l'obstruction, alors ces choses ne sont pas concevables. La municipalité devrait, selon le maire, procéder dans quelques jours à l'expulsion de la société Airstream Paradise avec le concours de la force publique afin que cette commune puisse retrouver calme et sérénité. Et pour les vacanciers, à noter que la baignade est de nouveau autorisée sur toutes les plages de la commune des Anses d'Arlay. Hier, après les intempéries, la mairie avait pointé le risque de dégradation de la qualité de l'eau. Le risque a donc été écarté. Air Antilles et Air Guyane s'enlisent dans la grève. Après les pilotes, ce sont maintenant les personnels au sol qui entrent dans le mouvement. Ils sont accompagnés d'une partie de la technique et des navigants commerciaux. Ils dénoncent toujours des salaires trop bas, un climat de travail dégradé et réclament une médiation élargie. Le reportage de Caroline Antich-Martin et Christelle Sivat. On ne sait pas comment on va s'en sortir. Et c'est la réalité, je vous dis ça. J'ai les frissons et j'ai les larmes parce que moi, je suis tout le temps avec mes collègues au téléphone et je sais en fait dans quoi on est. On a des dettes, on est endettés. Des dettes et une détresse due à des salaires trop bas et un système de rémunération à 2 volets, comme l'explique Sabrina, chef de cabine. Nous sommes rémunérés sur un salaire en 2 parties. Une partie fixe à 1075 € et une partie variable à 875 € également, si je ne me trompe pas, à quelques euros près. Voilà, donc il faut savoir que quand nous n'effectuons pas les 50 heures de vol, nous sommes payés à moins que le SMIC. De plus, renchérissent ces salariés, en 20 ans, les salaires n'ont jamais été revalorisés, même à l'issue du protocole signé en décembre dernier au sortir de la grève. À l'instar de leurs collègues pilotes, une partie des personnels au sol, personnel technique et personnel navigant est donc en grève illimitée à compter d'aujourd'hui. Mais pas question de négocier avec la seule direction. Le syndicat demande une médiation élargie. On s'attend à une vraie médiation. Et quand je dis vrai, c'est avec les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane également. On voudrait qu'il y ait vraiment un maximum de personnes sur la table avec nous. Déjà parce qu'on n'a pas confiance en notre PDG, donc il pourrait nous signer un papier, mais on sait déjà qu'il ne va pas honorer. Donc on veut vraiment que tout le monde soit dans la boucle et que tout le monde prenne ses responsabilités. Parce que jusqu'à présent, on a trop laissé M. Éric Coury faire et je pense que maintenant il faut calmer le jeu et il faut lui dire qu'il ne peut pas tout faire, il ne peut pas gérer des humains de cette façon. Une médiation urgente. Hier, la direction du groupe CARE, regroupant Air Antilles et Air Guyane, aurait déposé une déclaration de cessation de paiement. Plus de 300 emplois sont menacés. Les élus de la CTM étaient rassemblés ce matin en séance plénière. L'un des points forts de la rencontre, c'était le vote du contrat territorial de prévention et de sécurité. Il prévoit entre autres le financement de l'installation de caméras de surveillance. Les conseillers ont par ailleurs demandé à l'État d'augmenter la présence des forces de sécurité sur la côte et en bord de mer. Le reportage de Franck Zozor et Patrice Châteaudégard. L'État ne peut pas se permettre de nous envoyer régulièrement un escadron pour quelque temps et puis faire négocier que cet escadron de gendarmerie reste plus longtemps. Je me réjouis que dans le
Une intervention de Didier Laguerre en plénière ce matin pour évoquer les responsabilités de l'État en matière de prévention et de sécurité. C'était l'un des points importants de cette séance, voté à l'unanimité. C'est un contrat de prévention et de sécurité. En quoi consiste-t-il? Puisque la sécurité, c'est l'un des services régaliens conférés à l'État. Ce sujet pour moi est vital. Lorsqu'on atteint le chiffre de 30 morts par balle à peu près par an, la Martinique est une plateforme de trafic de tout ordre. Chacun avait campé dans son coin pour dire que c'est l'affaire de l'État, c'est pas l'affaire. On a eu le courage, cette majorité, de nous impliquer très en amont. La collectivité a donc décidé d'investir aux côtés de l'État dans le domaine de la sécurité, en participant par exemple au financement de 500 caméras de surveillance qui seront installées dans plusieurs communes, ou encore en finançant la formation des policiers municipaux. Nous avons voulu justement obliger l'État, je le dis comme ça, à justement prendre en main ce problème d'insécurité à la Martinique. Donc il fallait justement que le président de la collectivité prenne toute sa part et puis oblige l'État, bien évidemment, à collaborer puis à faire en sorte que nous soyons partenaires dans ce domaine de sécurité. Un contrat dans lequel on retrouve 60 préconisations, comme par exemple l'accompagnement des mineurs délinquants, renforcer la surveillance des plages, contrat voté par l'opposition qui émet tout de même certaines réserves quant à son application. Je souhaite vraiment qu'il y ait une gouvernance qui se détache et qui mette en œuvre cet énorme contrat territorial de sécurité. Sinon, ça va se perdre dans les services, ça va se perdre dans les travaux existants et on va se rendre compte après quelques mois qu'on n'a pas beaucoup avancé. Nous voulons véritablement que le sujet de la sécurité soit véritablement traité sur l'ensemble du territoire et donc toutes les communes soient accompagnées dans le domaine, quel que soit leur bord politique. Donc nous avons vraiment voulu insister à la fois sur les aspects liés à la prévention de la délinquance, à la médiation et à la vidéoprotection et au contrôle des frontières. Outre les mesures que la CTM devra financer, les élus demandent donc à l'État de prendre en charge notre sécurité en surveillant les côtes, en luttant contre l'immigration irrégulière ou encore en développant la coopération judiciaire dans la Caraïbe. Mutualiser les chambres de métiers de l'artisanat de Martinique, Guadeloupe et Guyane. C'est l'objectif de la réunion qui s'est tenue aujourd'hui à l'hôtel Batelière. Une grande première qui devrait aider à cibler les points forts, les points faibles de chacun et améliorer à terme l'attractivité de la filière tout en faisant face aux restrictions budgétaires imposées par l'État. On écoute Henri Salomon, président de la Chambre des métiers. Il est interrogé par Edwin Elderal et Jean-Marc Kenenga. Déjà montré que les territoires ultramarins sont des territoires qui ont beaucoup de points communs, l'éloignement, l'insularité, mais qui sont aussi très importants dans la vie économique des territoires concernés. Nous allons pouvoir mettre en place une mutualisation au niveau des ressources humaines, au niveau de la communication, au niveau du secteur financier, et tout ceci dans l'intérêt de nos chambres consulaires. Ça va nous permettre de consolider aussi, j'allais dire, nos effectifs, puisque en travaillant ensemble, nous aurons plus de compétences au service de l'artisanat, donc au service également de nos territoires respectifs. Allez, prenons maintenant la direction d'Haïti où le ton est monté devant l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Plusieurs centaines de personnes s'étaient installées devant le bâtiment pour fuir la violence des gangs. Parmi eux des femmes, des enfants, des personnes âgées également. Et bien hier, la police les a expulsés à coups de gaz lacrymogène. On fait le point avec Kelly Babou. Un mouvement de foule, une épaisse fumée blanche. Cris et larmes aux yeux, voici comment les familles qui campaient devant l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince ont été délogées par la police nationale haïtienne. À coups de gaz lacrymogène, les centaines de réfugiés ont été dispersés, parmi eux des personnes âgées et des enfants. Un mode opératoire considéré comme barbare, l'ambassade était leur unique recours pour être en sécurité.
Depuis dimanche, ces familles s'étaient installées devant les portes de l'ambassade, fuyant leur quartier en proie à la violence des gangs. Tous habitent Tabar, au cœur de Port-au-Prince. Lundi, une énième fusillade a poussé certains habitants à quitter leur maison. Mais nous pas côté pour nous être bandits mettez nous dehors. Il y a violon mettez grand monde il y a poussé. Donc un petit monde petit a poussé, a mettez à terre. Moi même pour courir vinn là, m'a tremblé, m'pa konn nous ouais bagaille comme ça. Des policiers en véhicule blindé munis d'armes à sauts se sont rendus à Tabar, mais impossible de savoir si la zone est à nouveau sûre pour que les familles puissent rentrer chez elles. Selon un rapport de l'ONU, les gangs contrôleraient près de 80% de Port-au-Prince, forçant plus de 165 000 Haïtiens à fuir leur maison. Allez, retour chez nous à bord d'un laboratoire flottant. L'Occitane parcourt le monde pour montrer à qui veut comment transformer, réutiliser les déchets plastiques. L'embarcation fait escale en Martinique, au grand port maritime. Elle recevait hier un groupe de chefs d'entreprise. Le reportage de Franck Zozor et Eddie Belrose. Un bateau comme il en existe tant dans le monde, mais celui-là est unique en son genre. Le Plastic Odyssey, un bateau français avec à son bord une dizaine de membres d'équipage et toute une ingénierie pour transformer nos déchets en matières premières. Cette machine transforme les déchets en matière plastique en carburant et ces déchets transformés et lavés deviendront des matériaux pour remplacer le bois ou encore les parpaings. On peut imaginer peut-être même avoir de la sargasse par exemple dedans, donc ça c'est un des essais qu'on va faire ici, mais en tout cas cette planche-là peut remplacer le bois, éviter de couper des arbres et faire par exemple des pontons. Et pour bien comprendre, cet objet vert sert à faire des trottoirs. Les autres éléments peuvent rentrer dans la construction d'un immeuble. Ce sont des déchets en matière plastique. C'est possible de le faire en Martinique. La difficulté, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec le plastique. Il y a plein de possibilités. Il faut trouver un objet, un produit qui va être utile et qui ne va pas recréer un déchet. Cela fait 9 mois que ce bateau a quitté Marseille pour réaliser un tour du monde et faire découvrir les technologies permettant de recycler des déchets. Des chefs d'entreprise ont été invités à bord de l'Odyssée à Fort-de-France pour découvrir les différents processus de transformation et pourquoi pas créer une activité similaire. On a vu que sur ce bateau qui n'est pas bien grand, il y a des possibilités de transformation de ces plastiques. Pourquoi pas sur notre territoire? Et effectivement, il faut avoir une vision du territoire entièrement impliqué. Des technologies qui permettraient peut-être de diminuer le nombre de déchets sur terre et en mer. L'Odyssée quittera la Martinique le 18 août prochain. D'ici là, si cela vous dit de créer des matériaux avec des déchets, vous êtes les bienvenus à bord. En mer, une bataille entre Mapipi se prépare. Le Tour d'Ailleul démarre ce dimanche et c'est Fort-de-France qui va accueillir le prologue. Ce matin, les principaux acteurs de la ville et du Tour présentaient le dispositif retenu. Le détail avec Maurice Fernet, le responsable sécurité de la ville. Il est au micro de Fabienne Léonce. Maintenant, il est important de rappeler que toute personne voulant accéder à la zone passera par des points de palpation et on demande à la population de laisser à domicile tout ce qui est objet interdit, couteau, armes à feu bien entendu, feu d'artifice, etc., bouteilles en verre également. Alors sur place évidemment, il y a un village qui est organisé sur la plage sur la savane et puis tous les dispositifs qui permettront à la population d'accueillir les yoles dans de bonnes conditions. Nous avons un dispositif de secours qui sera mis en place par l'organisateur, donc au niveau du monument aux morts. Et à côté de ça, des commerçants non sédentaires sont installés sur des espaces qui leur sont réservés, à condition bien entendu qu'ils aient préalablement obtenu les autorisations et qu'ils aient été positionnés par nos services. Et pas d'inquiétude concernant le départ du prologue ce dimanche. Il aura bien lieu à Fort-de-France sans risquer d'être perturbé par les marins-pêcheurs. La rumeur circulait depuis ce matin après la diffusion d'audio affirmant que la direction de la mer enlève aux marins-pêcheurs la dérogation pour le transport de personnes pendant le Tour d'Ailleul. Faux, assure Jean-Michel Cottrebille, le président du comité des pêches. Il réagit au micro de Fabienne Léonce. Écoutez. J'ai eu vent de cette rumeur, de ce buzz, de cette colère des marins-pêcheurs. Je comprends parfaitement. Mais c'est de la désinformation. C'est vraiment de la désinformation et je trouve ça vraiment triste qu'aujourd'hui, qu'on se fait avoir sur les réseaux sociaux quand même. Et pour encore mollir sur ce sujet,
j'ai demandé encore rendez-vous au directeur de la mer en présence de marins pêcheurs aujourd'hui. Donc le pêcheur qui était avec moi, il a tout entendu et il n'a jamais été question de pénaliser les marins pêcheurs. Nous avons parlé de communication, de prévention, de sécurité et le directeur de la mer était très content. Pourquoi? Parce qu'il sait que les marins pêcheurs encadrent le tour des yoles. Non seulement pour la fédération des yoles, mais aussi pour les associations de yoles. Et loin des rumeurs, les équipes continuent à se préparer. Elles seront 16 au départ ce dimanche. Et comme à chaque fois, ce sont les favoris qui font l'objet de toutes les attentions. Présentation avec Christophe Arnerin. Cette année encore, les Mapipis seront les moteurs de la 37e édition du Tour de la Martinique en yole ronde. Il y a d'abord Gianni Rémy, jeune patron, vainqueur du Tour en 2022, Mapipi des Mapipis, champion de Martinique en 2023. Avec son équipage, le patron marinois a fait un quasi sans faute durant cette saison. Il y a aussi de l'autre côté Félix Mérine, l'ancien 10 Tours des yoles remportés dans son palmarès. Le patron Robertin est une des légendes de la discipline et a remporté avec son équipage la Coupe de Martinique le 14 juillet 2023. Dans leur sillage, il y a deux patrons qui pourraient presque ne former qu'un, les jumeaux héritiers d'Atomas. Loïc sur la yole franciscaine Cotterêts-Leadermat termine sur la 3e marche du podium du championnat, tandis que Laurent, sur la yole foyalaise aux couleurs de Sapro Pneucache, termine 3e. On ne peut pas parler de Mapipi sans évoquer la voile jaune, rosette orange. L'arme fatale est l'une des embarcations références de la flottille, désormais emmenée par Kenny Exili. Depuis qu'il a repris le flambeau laissé par Jacques Amalire, Diaco, le jeune franciscain et ses hommes ont réussi à se maintenir dans le top 5 et ont démontré cette saison qu'il faudra compter avec eux pour cette 37e édition du Tour de la Martinique en yole ronde. Allez, direction le Carbet pour finir. Pendant ces vacances, le musée Paul Gauguin propose des ateliers numériques pour les enfants. Eh bien, hier, ceux qui étaient présents ont pu découvrir des outils qui servent à fabriquer les dessins animés. C'est le reportage d'Irène Monide et Christelle Sivat. Dans cette salle, les ancêtres du dessin animé, du cinéma et des enfants tout aussi émerveillés qu'étonnés. Une image, les ailes sont en haut, une image, les ailes sont en bas. En le faisant tourner, on a l'impression que l'oiseau vole. D'accord? Il a des ailes. Le tomatrope, un jouet optique. Le phénakistiscope pour découvrir une image dans la fente du cercle. Et puis, le zootrope. D'ailleurs, vous pouvez tous venir voir. Donc c'est un cylindre où on a fait des 12 trous sur les côtés. Le même nombre de trous qu'il y a de dessin. Et après ça, l'idée, c'est de regarder par un des trous proche et de le faire tourner. Ça m'a intéressé. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on pouvait regarder tout par soi-même et regarder, on pouvait faire. Et s'il y avait encore, je voudrais bien revenir. Je pense que c'est ça a été très long pour trouver tout ça. C'est très intéressant et c'est vraiment fascinant de voir que d'un jouet pour enfants, c'est arrivé jusqu'à maintenant. Du XVIIIe siècle à aujourd'hui, l'imagination de nombre de passionnés. Un atelier moyennant finance néanmoins 50 € dans le cadre des mercredis créatifs du musée Gauguin. Ils sont tellement nés avec l'image, ils regardent des écrans toute la journée, donc ils sont forcément sensibilisés à l'image. Donc leur montrer un peu les prémices d'où tout ça a démarré, ce qu'ils voient actuellement sur TikTok ou ailleurs, d'où tout ça est parti, c'est pas mal et je vois que ça les intéresse effectivement. C'était très intéressant et aussi l'évolution du cinéma, je crois c'est chouette et c'est compliqué de faire. Comment faire un dessin animé avec ou sans l'outil Internet? 2 autres rendez-vous sont prévus durant le mois d'août.
Et voilà, c'est la fin de votre journal local. Je vous en rappelle le titre principal. Le maire de Bellefontaine, Félix Sismin, condamné à 2 ans d'inéligibilité et 10 000 € d'amende. Reconnu coupable de détournement de fonds publics, destruction de preuves, prise illégale d'intérêt. Il devrait donc perdre tous ses mandats. Félix Sismin échappe tout de même aux 2 années de prison réclamées par le parquet. Il pourrait choisir de ne pas faire appel. Voilà pour l'actualité locale. Je vous retrouve dans quelques instants pour le journal national et international. À tout de suite.